Mais là, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur l'importance de l'hydratation. Il faut savoir que quand vous entraînez, vous perdez entre 1 litre et 3 litres d'eau en sudation. Mais quand vous perdez cette sudation-là, vous ne perdez pas que de l'eau. Donc il y a plein de choses qui sont évacuées à travers la sueur qu'il est nécessaire de resynthétiser ou de remettre à son niveau initial, notamment les sels minéraux, etc. Donc boire de l'eau, c'est essentiel, mais on viendra après sur les détails de qu'est-ce qu'il faut apporter en plus. Mais il faut savoir que quand vous perdez de l'eau, vous avez des choses qui se dégradent, notamment la VO2 max, qui est l'expression à travers les échanges d'oxygène de votre capacité aérobie. Et si ça a été prouvé par des études qui ont été faites par les labos de l'INSEP, si vous avez une perte d'eau de 2% du poids de corps, ce qui est quand même pas énorme, hein, vous avez une dégradation de votre VO2 max ou de votre capacité aérobie de 10%. Et cette dégradation-là va faire que vous avez une baisse d'attention et de concentration qui va être très rapide et vous avez une baisse d'efficacité dans les prises de décision. Et ça a été prouvé après par des études qui ont été faites par les chercheurs dans l'adresse, dans le tir. C'est lié, la baisse de cette capacité-là avec l'adresse au tir sont des choses qui sont intimement liées. Et donc les gens qui vont être en déshydratation vont être des gens qui vont décider des choses de façon moins cohérente et qui vont être moins efficaces dans les gestes de précision qu'on a à faire dans notre activité. Et c'est quand même dommage parce qu'on est un sport d'adresse et si l'adresse baisse parce qu'on n'est pas bien hydraté, c'est compliqué. Par contre, il faut préciser aux jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude qu'il faut boire par petites gorgées régulièrement et pas s'enquiller une bouteille ou une demi-bouteille d'un coup parce qu'on a soif, parce que là après les conséquences sont un peu compliquées. Ça fait mal au ventre, on est ballonné, si l'eau en plus est très fraîche, là c'est radical, il y a un gros mal de ventre qui arrive et donc du coup après on doit s'arrêter de s'entraîner, donc c'est pas intéressant. Donc les boissons d'effort, puisque je vous expliquais qu'on ne perd pas que de l'eau, vous avez le choix des boissons commerciales. Nous ici on a Isoxan ou Isostar, c'est des choses qui sont assez similaires, qui ont juste voilà, cet apport en sels minéraux qui permet de refaire les stocks. Souvent on met un peu de sel dans les boissons qui sont faites maison. Donc là il y a un apport en glucides par le jus de raisin ou par le jus de pomme, parce que c'est important aussi de refaire les stocks. Quand l'entraînement est long, il faut refaire les stocks de glucides qui se dégradent. Vous savez que le glucide est utilisé pour faire la resynthèse des molécules qui permettent de produire des efforts intensifs, donc c'est important de refaire le stock de glucides quand l'entraînement est long. Si l'entraînement est court, c'est moins gênant, mais si vous dépassez 1h30 et que vous allez jusqu'à 2h, voir si ça peut arriver après plus long, 2h30, c'est très important d'avoir un apport de glucides qui arrive, donc à travers ces boissons-là. Gatorade aussi, c'est toutes des Powerade, c'est des choses qui sont beaucoup plus sucrées, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Là, la petite routine qu'on a avec les garçons qui sont là, c'est ils ont 2 bouteilles. Une bouteille avec la boisson d'effort et une bouteille d'eau. Et la consigne, c'est commencer par la boisson d'effort pour refaire les stocks en glucides et en sels minéraux. Et par contre, finir par l'eau pour se rincer la bouche et enlever la sensation de sucré dans la bouche qui va leur donner une sensation de soif. Et donc c'est pas efficace. Vous donnez à des athlètes une pause boisson et ils partent de la pause boisson et ils ont soif. Donc la consigne, c'est se rincer la bouche et boire de l'eau en quantité normale, mais après, dans un deuxième temps. Ça, c'est des petites illustrations des tests qui ont été faits sur l'hydratation à l'INSEP il y a 3 ans maintenant, je crois. Donc on avait évalué le volume de transpiration perdu pour l'entraînement sur des joueuses. On avait évalué le volume qu'elles avaient consommé d'eau pendant l'entraînement. Et donc après, vous voyez qu'il y a un ratio sur la balance hydrique. Donc est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative pour les joueuses? Vous vous rendez compte que pour toutes les joueuses, la balance est négative. C'est-à-dire qu'elles ont perdu plus d'eau qu'elles n'en ont ingéré en buvant. Donc il y a un problème déjà à la base par rapport à ce rapport-là, ce qui est perdu et ce qui est repris. Mais le plus gros problème, et celui sur lequel on s'est attaché avec les
les jeunes du centre fédéral, c'est ça. C'est le statut hydrique qu'ils ont quand ils arrivent à l'entraînement. Et très peu de joueuses, puisqu'il y en a une seule, arrivent à l'entraînement dans un état d'hydratation qui est... Alors, il est très petit, mais en tout cas, il est positif. Pour Kenza Salg, il était positif quand elle est arrivée. Ce jour-là, ça aurait pu, peut-être c'était différent les autres jours, mais toutes les autres, et certaines dans des proportions qui sont assez gravissimes, sont des gens qui arrivent à l'entraînement en étant déjà déshydratés. Donc comment on peut envisager que l'entraînement va se passer correctement et qu'il ne va pas y avoir de dégradations qui vont être sensibles et qui vont être problématiques quand les gens arrivent déjà déshydratés. Mais ça vient de ce qui s'est passé avant l'entraînement, le matin au petit déjeuner, parce que l'entraînement avait eu lieu à 10h30. Donc c'est comment elles se sont hydratées le matin au petit déjeuner et comment elles se sont hydratées pendant la matinée. Et on a eu une discussion qui a été un petit peu tendue avec les responsables de la scolarité parce que certains enseignants n'autorisaient pas les athlètes à boire pendant les cours. C'est arrivé, donc on a dit que c'était une aberration et qu'il fallait laisser les athlètes avec des bouteilles d'eau ou leur gourde ou peu importe, mais les laisser s'hydrater pendant les heures de cours qu'ils avaient dans la matinée. Ils ont 3 heures de cours dans la matinée. Si pendant 3 heures, ils ne peuvent pas s'hydrater et qu'en plus l'hydratation a été mal faite ou pas suffisante pendant le petit déjeuner, eh bien, ils arrivent à l'entraînement dans cet état-là. Et donc, quand vous voyez que dans la diapo d'avant, la balance n'est pas bonne et qu'en plus on part d'un point de départ qui est catastrophique, eh ben ça ne peut pas donner des performances à l'entraînement qui sont intéressantes. Donc l'hydratation, c'est très important. Oui. Donc ils arrivaient à la salle, ils devaient aller aux toilettes et uriner dans un petit pot. Et donc après, en fonction de la couleur des urines, c'est très facile à identifier. Et ce qui était dramatique, c'est que les plus déshydratés, ça les faisait rire. Que ça soit extrêmement foncé, orange, voire rouge. Elle dit « Ah, c'est marrant !» Non, en fait, c'est pas drôle. Et je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu la web-série que Evan fait à Orlando. Mais dans les clubs qui sont vigilants à ça, c'est des choses qui sont naturelles. Quand ils vont aux toilettes, c'est devant leurs yeux. Et leur permettre de contrôler la couleur de l'urine, c'est un réflexe que nous, on a donné aux jeunes au centre fédéral en s'appuyant sur ça, en leur disant « mais regardez, c'est pas cohérent et c'est pas du tout intéressant en termes de performance d'avoir les urines aussi foncées que ça ». Et donc après, passer le moment où oui, c'est un petit peu délicat de discuter avec des adolescents de la couleur de leur urine, au bout d'un moment, il faut qu'ils comprennent l'intérêt de la chose et quand c'est compris, bah après ils sont un peu plus vigilants. C'est bien sûr beaucoup plus facile pour les garçons de vérifier que pour les filles, mais la démarche reste la même. Il faut juste penser à vérifier qu'on est dans un état d'hydratation qui est cohérent. Les boissons de récupération, parce que c'est des choses qui sont répandues aussi maintenant, sont des choses intéressantes quand on parle de récupération, parce qu'elles refont les réserves énergétiques, en glucides notamment. Il y a un apport protéine qui est intéressant, notamment dans les boissons lactées, parce que le lait apporte une dose de protéines. Bien sûr, ça réhydrate, parce que forcément, il y a une part d'eau et de liquide dans ce qui est proposé dans ces boissons-là. Et puis, il ne faut pas oublier, il faut leur expliquer que ça a un intérêt, particulièrement si c'est ingéré dans les 30 minutes qui suivent l'effort. C'est ce qu'on appelle la fenêtre métabolique, qui dit qu'après un effort, vous pouvez ingérer un certain nombre de choses qui ne seront pas stockées, mais qui vont être utilisées immédiatement pour justement refaire les stocks, que ce soit les glucides ou les protéines. Dans cette fenêtre de 30 minutes, vous avez ces apports-là qui sont immédiatement utilisés pour refaire les réserves. Donc, si vous n'en avez pas, des boissons de récupération, vous pouvez simplement leur donner un verre de lait. Si vous êtes en situation en stage ou dans un camp, ou pensez à ces petites choses-là qui sont intéressantes pour la récupération. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, maintenant c'est fini, à l'INSEP, on était en contrat avec Lactel qui avait fait une boisson de récupération lactée avec des protéines dedans, avec 2 grammages différents, un plus léger et un plus important. Et les jeunes avaient accès à ces boissons-là, tout comme les boissons d'effort. Donc avant, c'était
Gatorade, et maintenant on a changé de marque. Et donc ils avaient la possibilité dans la journée de prendre 2 fois cette boisson de récupération. Sauf qu'il a fallu leur expliquer par rapport à cette demi-heure de fenêtre métabolique que si l'entraînement se termine et que dans la demi-heure après l'entraînement il y a le repas, ça ne sert à rien de prendre la boisson de récupération. Si le repas est éloigné de la fin de l'entraînement, oui, ça a un intérêt. Parce qu'il faut respecter cette fenêtre. Sinon, s'ils vont manger, ce qui était le cas beaucoup pour nos jeunes au Pôle France, s'ils vont manger après, prendre la dose, donc il y avait 8 grammes ou 20 grammes de protéines, prendre cette dose-là et en plus aller manger après et remanger une dose de protéines à travers la viande ou autre chose, c'est pas intéressant parce que vous savez qu'au-delà d'une certaine dose de protéines, les reins filtrent le reste et que c'est pas stocké et que c'est pas utilisé par l'organisme. Donc ça ne sert à rien. Mais en tout cas, si on est dans cette tranche-là, c'est intéressant.